L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Avec Gilles, nous sommes ravis de vous recevoir. Hubert Védrine, dans les questions ne manquent pas, moralisation de la vie politique, mais nous y viendrons tout à l'heure. La question non pas centrale, mais quand même intéressante en vous écoutant ce matin, c'est d'essayer de raconter 2 ou 3 éléments qui permettent de former un jugement crédible sur Margaret Thatcher. Or, de nous 3, vous êtes la seule qui l'avait vraiment bien connue. Oui, je me rappelle d'ailleurs avec émotion de la première fois où je l'ai vue. J'étais tout jeune preneur de notes. C'était au début de la conseil diplomatique. C'était au début de la présidence Mitterrand. Et il allait à Londres pour le mariage de Lady Di. Vous vous rendez compte comme c'est vieux. J'avais 34 ans. Et je me rappelle du premier entretien avec Thatcher et j'entends encore le bruit des mouettes. Ça a l'air stupide, mais dans la pièce de Downing Street où avait lieu l'entretien, il faisait beau à Londres, il y avait le cri des mouettes et moi je prenais des notes. J'ai même mis entre les deux cri des mouettes, vous voyez, à certains moments. Et ce qui était très frappant, c'est que Mitterrand, qui venait d'être élu à la tête d'une victoire de l'Union de la gauche, qui traumatisait complètement les autres occidentaux, américains, britanniques, allemands, de Schmitt, pensait que ce serait un danger mortel pour l'Union de la gauche s'il y avait une sorte de conjonction des puissances occidentales amies-alliées contre ça. Donc il a fait des efforts particuliers pour s'entendre bien avec Thatcher, comme d'ailleurs avec Reagan. Des efforts personnels, il n'a pas changé sa ligne politique. Et dans le cas de Thatcher, il était très aidé parce qu'elle s'était sentie humiliée par l'attitude de Valéry Giscard d'Estaing envers elle, qu'il a considérée comme une petite boutiquière de rien et qui a voulu lui apprendre des choses. Et donc elle était absolument enchantée, en fait, de la défaite. Donc ils sont bien entendus. La défaite de Giscard. Ils se sont bien entendus constamment alors qu'ils ont été en désaccord sur à peu près tout. Ouais. Sur à peu près tout, mais il y a toujours une relation personnelle forte et des formules fameuses de Mitterrand sur elle. Elle a les lèvres de Marilyn Monroe, elle regarde Caligula. Ou Staline, ça dépendait des versions. Ils ont été en désaccord constamment sur l'Europe, en désaccord sur le désarmement nucléaire, en désaccord sur plein de choses. Je cherchais des détails, mais non. Sauf dans le cas des Malouines, où en fait, il avait approuvé la réaction britannique, non pas parce qu'il voulait aider plutôt la Grande-Bretagne que l'Argentine, mais parce que, ayant l'expérience des années 30, il savait que si on laissait modifier les frontières par la force, c'était la boîte de Pandore. Même réaction sur le Koweït, sur le Rwanda, sur le Tchad, sur etc. Mais c'était pas pour la soutenir elle, mais enfin, elle l'a pris comme ça. Alors avant, c'est un paradoxe, parce qu'ils n'étaient pas du tout sur la même ligne. Enfin, ils s'entendaient bien à titre personnel avec elle. Européenne, ils ont été constamment sur des lignes oui, mais opposées. ils s'entendaient bien à titre personnel. Absolument, absolument. Alors, question évidemment, et après Gilles va enchaîner. La grande question qu'on se pose dans l'actualisation de cette disparition aujourd'hui, c'est la question de l'Europe. Est-ce qu'elle est, ou est-ce que nous sommes les responsables, au fond, qui est responsable du non-fonctionnement actuel ? Le fameux I want my money back, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est une vision étriquée. C'est une vision étriquée sur le plan budgétaire. Je veux pas que ça me coûte plus que ça me rapporte. Mais on ne peut pas dire qu'elle ait empêché, elle, Madame Thatcher, les Européens de franchir tel ou tel cap. Par exemple, tous ceux qui rêvent d'une Europe fédérale au sens classique du terme, comme il y a dans les manuels de droit international, ils sont obligés de constater que c'est bien les peuples européens qui n'en veulent pas sous cette forme. C'est pas Madame Thatcher qui les a empêchés, en réalité. Donc elle était constamment choquante, horripilante, à courte vue, encore qu'à peu près tout le monde ait une vision comme ça assez intéressée, quoi, directe. Les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas tellement différents de la Madame Thatcher. Tout le monde lui rend hommage, à part Mélenchon, alors, Poutine, Obama, Valéza, Gorbatchev. Attendez, c'est un peu piégé l'hommage, parce que tout le monde lui rend hommage, parce que c'était une personnalité impressionnante, extraordinaire, avec une autorité immense, une autorité très machiste, comme genre, mais une autorité gigantesque. Puis elle avait fait des efforts sur elle-même, elle avait appris à parler, parce qu'elle a un accent populaire à l'origine, elle a appris à reparler avec de très grands acteurs britanniques, Laurence Olivier, je crois, d'autres. Donc c'est ça l'hommage, personnalité de tout premier plan. Et après, il y a une divergence entre ceux qui considèrent qu'elle a réveillé l'Angleterre, qui était dans un long déclin, et il faut reconnaître qu'à la fin de la période travailliste d'autrefois d'Harold Wilson, la Grande-Bretagne était sous la surveillance du FMI quand même, à la fin. Donc il y a ceux qui disent qu'elle a réveillé l'Angleterre, et les autres qui vont dire, c'est le cas dans les réactions d'aujourd'hui, c'était quelqu'un d'une cruauté humaine et sociale sans limite, comme on l'a vu face aux mineurs. Et là, on ne peut pas arbitrer. Parce qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux à la fois. Il y a les deux à la fois. Justement, pour faire la transition, qu'on était d'accord ou pas avec ses idées à l'époque, elle a donné au moins l'impression que le politique pouvait faire quelque chose pour changer les choses, avoir des leviers. C'est vraiment une question d'actualité aujourd'hui, parce que les citoyens, notamment en France, se posent cette question-là. Pour vous, c'est ce que vous venez de dire, elle a donné au moins l'impression de pouvoir changer des choses. Et est-ce que cette question aujourd'hui, elle se pose encore, ou est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'au fond, le politique aujourd'hui peut bouger?
D'abord, sur Thatcher, vous avez raison, elle a montré une autorité politique, mais pas pour faire n'importe quelle politique. Au fond, il y a eu à l'intérieur du monde occidental, de l'économie globale de marché qui s'est répandue dans le monde entier, en Chine à la fin de Deng Xiaoping, en URSS après la fin de l'URSS, la Russie. Il y a eu en même temps, c'était pas fatal, hein, il y a eu la dérégulation excessive. Au début, il fallait donner un peu d'air, d'oxygène dans le système, mais ça a été beaucoup trop loin. Ça a créé l'économie financière casino que l'on voit qui s'est cassé la figure à partir de 2008. Alors, elle a une énorme autorité, mais pour aller dans ce sens de ce que les économistes appellent l'école de Chicago, Hayek, Friedman, puis Thatcher, puis Reagan, puis le consensus de Washington. Donc, ce n'est pas une autorité politique sur n'importe quoi, sauf quand tu es les chefs de guerre au Malouine. Maintenant, sur la question de l'autorité, oui, moi je pense, et ça rejoint d'ailleurs les questions d'actualité, que la raison numéro un de la fureur, des opinions publiques, notamment en Europe et notamment en France. Ici. Notamment en France, évidemment, ils veulent des élus honnêtes et intègres, ça c'est la moindre des choses, il faut se mettre aux normes européennes contemporaines. Mais je pense que la vraie raison de la fureur, c'est que le sentiment que les gouvernements sont impuissants. Et votre sentiment à vous, c'est que par exemple, un François Hollande aujourd'hui, il a des marges de manœuvre dans le monde actuel aujourd'hui? Il en a comme les autres dirigeants européens. Il en a plus ou moins ou autant que Margaret Thatcher à l'époque? Il en a moins. Mais pas parce que c'est François Hollande, pas parce que c'est la France. Parce que les dirigeants, globalement, sont encore plus interdépendants, que la sphère économique elle-même dérégulée, devenue folle, est plus indépendante qu'avant, et que les immenses entreprises ont souvent plus de poids que les États, quand on compare les 200 États des Nations Unies. Donc les leviers, puis d'autre part, dans l'idée de fabriquer une Europe forte, on a transféré beaucoup de souveraineté, en tout cas, on l'exerce en commun au niveau des 27 et des 17, donc tout se transforme en une négociation très compliquée. Il faut trouver des alliés, essayer de ne pas être en minorité, ça, tout est plus compliqué. Donc dans un pays très politique, comme la France, qui depuis la Révolution avait cru que tout était politique, en fait, l'idée que les leviers ne transmettent plus, que ça ne fonctionne pas, c'est un sujet de fureur. Et moi, je pense qu'une des raisons de l'agressivité extraordinaire qu'on retrouve dans tous les sondages. Qu'on retrouve dans tous les sondages. Alors, il est vrai que les gens n'ont plus confiance dans personne, y compris dans les médias, y compris, il n'y a que les juges à certains moments. Donc le tous pourri, en fait, c'est impuissant, l'idée. Je pense que la question de l'impuissance du pouvoir politique dans les économies ultra développées, modernes, post-crise individualiste et compagnie, c'est ça la vraie source de la fureur. Avant même la question de l'éthique. Vous voulez dire que les questions de l'éthique ou de moralisation qu'on va avoir bientôt, vous dites qu'au fond, ça ne changera pas grand-chose sur le sentiment de... J'ai pas dit ça, il n'y a pas que ça. C'est pas comme si vous aviez un système qui fonctionne bien et puis des problèmes de comportement aberrant qu'il faut essayer d'empêcher, même si aucune loi n'empêchera jamais le mensonge. Bon, il n'y a pas que ça, il y a la combinaison des deux. Donc je pense que ce sentiment de fureur, il se traite aussi par l'action, l'efficacité, comment on fait pour gérer la situation des pays européens confrontés à la perte relative d'influence et de pouvoir des pays ultra développés par rapport aux pays émergents. Enfin, tout le monde connaît tout ça maintenant. Et par exemple, donc je pense que c'est lié. Vous voyez, c'est pas qu'une question entre guillemets morale. On pourrait obliger, par exemple, j'ai entendu ce que disait Tabar. Il y avait des choses très justes dans ces remarques. Est-ce qu'on pourrait obliger, par exemple, les paradis fiscaux à mieux collaborer, à plus collaborer, ou que bien sûr. C'est une cause. Mais ça, c'est une plaie. Hein. C'est une plaie absolue, le système de paradis fiscaux. D'ailleurs, personne n'est contre le fait de mettre fin aux paradis fiscaux, puisque tous les sommets des 7 l'ont dit. Les G7, les G8, les G20. Il y a eu des rapports à l'infini. Enfin bon, il y a plein de rapports. Donc il est clair qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'il faut verrouiller. Mais sur le reste, je pense qu'il faut garder à l'esprit que l'affaire récente qui nous a tous occupés, c'est d'abord et avant tout un comportement personnel aberrant, insensé même. Insensé. Voilà. D'autre part, il ne faut pas oublier cette question de l'efficacité, à mon avis. Et puis, il faut faire attention, est-ce qu'on n'arrive pas, par rapport à une catégorie particulière que sont les élus responsables politiques, à une sorte de présomption de culpabilité. Parce que là, c'est tout l'état de droit qui Mais vous avez vous-même, Hubert Védrine, posé la question qui pose un problème, pardonnez-moi de répéter 2 fois le même verbe, c'est-à-dire vous dites au fond, ils sont confrontés à l'impuissance face à la mondialisation, donc vous posez très bien le problème, mais la réponse, c'est quoi ? Si on se réunit tous les trois et qu'on veut gouverner la France, dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'on va tous les trois directement à l'échec, Gilles, vous et moi ? Je pense qu'il y a une nécessité d'une pédagogie politique plus carrée, plus directe, pour montrer les mécanismes de la décision dans le monde d'aujourd'hui, les mécanismes de l'influence, les mécanismes de la réforme, les mécanismes de la gestion économique, mais tout passe par... C'est un peu
disons, la cogestion d'un immeuble avec plusieurs dizaines de copropriétaires. Donc, est-ce qu'on va augmenter la gardienne ou repeindre l'escalier? C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il faut expliquer beaucoup plus ça pour que les gens Donc il y a une question de parole, mais est-ce qu'il y a une question d'union nationale plutôt que de faire ou de diriger des gouvernements partisans? Est-ce que pour vous, par exemple, ce matin, la question d'union nationale, dans le contexte d'aujourd'hui, se pose sérieusement? Elle ne se pose pas parce qu'il y a un ministre qui d'ailleurs a dû démissionner et qui a menti. Il n'y a aucun rapport entre les deux, en fait. La question, non pas de l'union nationale, ça c'est intransposable dans le contexte politique français, puis on n'est pas en guerre mondiale, mais la question de trouver un programme qui fasse consensus jusqu'à un certain point, où des réformes essentielles, les unes après les autres, passent avec l'appui d'une partie de l'opposition du moment, ça peut être gauche ou droite, ça dépend du moment, oui, ça a un sens. Et je pense que les différents pays européens ne s'en sortiront pas s'il n'y a pas des formules de ce type. Vous voyez, comme on a vu par exemple les réformes Schröder en Allemagne, poursuivies par Merkel, et approuvées d'ailleurs à un moment donné par une grande coalition. Dans la plupart des situations européennes compliquées aujourd'hui avec coalitions fragiles, il y a des tentatives de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on réforme le système pour qu'il soit moins coûteux, tout en gardant l'essentiel de la protection. Oui, mais ce n'est pas l'union nationale au sens on met tout le monde. Parce que si vous mettez tout le monde dans le gouvernement, la version politicienne classique.